L'initié financier, Paul Tudor Jones, vient de donner un avertissement alarmant concernant l'économie des États-Unis. Il a dit que tous les chemins mènent à, eh bien en fait, éditeurs, allez-y et diffusez le clip. Tous les chemins mènent à l'inflation. Je vais expliquer pourquoi il dit que tous les chemins mènent à l'inflation et aussi ce que je pense qu'il se trompe dans son analyse en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue cette boucle de dette dont il parle. Et nous allons commencer par examiner un graphique remontant jusqu'en 1970 jusqu'à aujourd'hui. Nous passons de 20% à 140%. C'est la dette par rapport au PIB, le gouvernement fédéral des États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir ici en 1970, nous sommes juste autour de 40%. Et à cause de l'inflation des années 1970, nous avons en fait réussi à le ramener, disons 25-30%. Mettons, oncle Sam, ivre et insolvable, va dépenser comme le marin ivre qu'il est. Donc, la dette, comme vous pouvez l'imaginer, augmente encore et encore et encore. Je veux souligner ce point ici. Nous sommes en 1989 où le ratio de la dette au PIB est passé, disons, de 30% à environ 55-60%. Pourquoi ne pas noter cela? 1989. Parce qu'à l'étape numéro 2, nous allons revenir en arrière pour voir ce que Paul Tudor Jones disait à propos de la dette. Il y a environ 30 ans, plus d'informations à ce sujet dans un instant, mais la dette augmente, augmente et augmente en pourcentage du PIB. Et oh, au fait, les déficits sont devenus de pire en pire et la dette globale est à des niveaux stupéfiants en ce moment. 35 trillions de dollars. Quand? Oh, au fait, en 1989, je sais que vous avez tous noté cela. Quelle était la dette des États-Unis? Un modeste 2,7 trillions de dollars. Un chiffre astronomique à l'époque, mais aujourd'hui, en raison de ces 35 trillions de dollars que nous avons en dette et qui continuent d'augmenter, cela semble presque mignon, presque désuet. Mais le véritable problème ici que Paul Tudor Jones souligne, c'est cette boucle de dette. Nous commençons donc avec toutes ces dépenses gouvernementales. Les dépenses deviennent incontrôlables au point que nous en sommes maintenant à environ 120% de dette par rapport au PIB. Et ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui achètent la dette disent « Attendez une minute, je ne pense pas que ce soit un bon deal maintenant parce que je vois ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années et ça n'ira que dans une seule direction, c'est vers le haut. » En d'autres termes, cela ne fera qu'empirer et ils vont devoir émettre de plus en plus de trésorerie. Et la Réserve fédérale va très probablement devoir monétiser la dette en achetant ses obligations car personne d'autre ne veut les toucher avec une perche de 3 mètres, ce qui va créer de l'inflation. Voici comment fonctionne la boucle de la dette. Nous avons les dépenses gouvernementales. Cela entraîne une augmentation des taux d'intérêt, ce qui crée plus de dettes gouvernementales. Pourquoi? Parce que si les taux d'intérêt sur la dette publique globale passent, disons, de 1% à 5%, cela signifie qu'ils vont probablement devoir émettre plus de trésorerie pour payer l'augmentation des taux d'intérêt sur l'ensemble de la dette. Eh bien, s'ils doivent émettre plus de trésorerie pour cela, que se passe-t-il avec la dette? Elle devient encore pire. Ainsi, la demande pour les obligations du Trésor diminue encore plus, ce qui pousse la Réserve fédérale à intervenir et à commencer à acheter toutes ces obligations car personne d'autre ne les veut. Eh bien, si la Réserve fédérale fait cela, alors elle est en train d'imprimer de l'argent. Maintenant, c'est le récit dominant ici. Ce n'est pas nécessairement mon opinion, mais je vais expliquer comment Paul Tudor Jones le voit, ou du moins comment il l'explique. Je ne sais pas s'il croit vraiment que c'est vrai. Donc, la Réserve fédérale imprime tout cet argent. Cela crée de l'inflation. Cela fait que les taux d'intérêt augmentent encore plus qu'ils ne l'auraient été autrement, ce qui rend le fardeau de la dette encore plus extrême pour le gouvernement, ce qui fait que les taux augmentent encore plus parce que la demande pour les titres du Trésor en dehors de la Réserve fédérale continue de diminuer. Donc, vous avez juste cette spirale où les taux continuent d'augmenter de plus en plus parallèlement à l'inflation des prix à la consommation.
C'est pourquoi, ou l'une des raisons pour lesquelles Paul Tudor Jones dit que tous les chemins mènent à l'inflation. Alors, quelles sont les solutions dont il parlait dans cette interview avec CNBC? Eh bien, ce sont les suspects habituels. Bien sûr, il a dit que nous devions augmenter les impôts. C'est toujours leur solution, même si peu importe quel est le taux d'imposition, le montant des recettes fiscales par rapport au PIB reste exactement le même. Éditeur, allez-y et affichez un graphique et nous pourrons voir. Peu importe quel est le taux d'imposition marginal le plus élevé, le gouvernement reçoit environ 18% du PIB en impôts. C'est à ce moment que je commence à devenir un peu, disons, méfiant quant à l'authenticité de cette interview avec Paul Tudor Jones, mais il parle aussi de la nécessité de réduire les dépenses et enfin, il mentionne les taux réels négatifs. Cela nous ramènerait donc directement aux années 1970 où l'on maintient le taux d'intérêt, où la Réserve fédérale maintient les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation. Donc, ce qui est susceptible de se produire, c'est que le PIB nominal augmente d'environ 10%. Et ensuite, vous avez la dette globale, disons qu'elle augmente de 5%. Eh bien, si vous faites cela sur une période de 5 ou 10 ans, cette dette va bientôt augmenter. Le ratio de la dette par rapport au PIB va descendre à un niveau qui, selon l'explication de Paul Tudor Jones, est beaucoup plus digestible pour le marché, au point où la Réserve fédérale n'aurait plus besoin de continuer à monétiser la dette. Alors, quel est le problème avec cette analyse? Pensez-vous que nous allons connaître une déflation ou une désinflation continue au lieu de l'inflation? Pas vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer au cours des 6 prochains mois ou de l'année. Je pense que nous sommes probablement dans une phase de désinflation, mais je pense définitivement que nous allons connaître une nouvelle vague d'inflation des prix à la consommation, sinon 2 vagues tout au long du reste des années 2020, très similaires à ce que nous avons observé avec l'IPC dans les années 1940. Mais mon problème n'est pas nécessairement la conclusion, c'est plutôt que l'analyse est complètement incorrecte d'un certain point de vue. Que vous ayez un ratio dette PIB de 120%, 60% ou 220% comme au Japon, cela manque le point. Le ratio dette PIB n'est pas le problème. Le véritable problème est quelque chose que nous allons discuter tout au long de cette vidéo. Étape numéro 2. Maintenant, retournons dans le temps pour voir ce que Paul Tudor Jones disait sur les taux d'intérêt et la dette nationale en 1989, il y a environ 35 ans. Nous allons examiner l'un de mes livres préférés, Market Wizards. Il s'agit d'une accumulation d'interviews avec certains des meilleurs investisseurs et traders des années 1980 et potentiellement de tous les temps. Et bien sûr, Paul Tudor Jones était l'un de ces traders. Donc, Jack Schwager, la personne qui a écrit le livre et réalisé les interviews, lui a demandé à propos de 1987, car Paul Tudor Jones a gagné beaucoup d'argent pendant le crack, le lundi noir, en octobre 1987, et Paul Tudor Jones commence à parler de ses opinions sur le Reaganomique, plus précisément de la dette qui était accumulée par le gouvernement fédéral et de ce à quoi cela pourrait mener. Pas dans les 35 prochaines années, mais dans les 35 prochains mois environ. Parce que rappelez-vous, Paul Tudor Jones n'est pas un investisseur à long terme. C'est un trader à très court ou moyen terme. En se référant au livre, Paul Tudor Jones dit « Je sais en étudiant l'histoire que le crédit finit par tuer toutes les grandes sociétés. » Nous avons essentiellement sorti notre carte American Express et dit que nous allons passer un bon moment. Reagan a veillé à ce que l'économie soit florissante pendant son mandat en empruntant pour prospérer. En d'autres termes, cela signifie augmenter la dette. Paul Tudor Jones dit que nous avons emprunté contre l'avenir et que nous devrons bientôt payer. De quoi parlait-il ici? Il parle du fait que les États-Unis, les Américains, vont devoir payer parce que les taux d'intérêt à long terme, prenons les 10 ans comme référence, vont augmenter de plus en plus à cause de tout cela, de cette dette, et tôt ou tard,
Cela conduira à une boucle d'inflation. Enfin, dit-il, nous allons réapprendre ce qu'est la discipline financière. Le gouvernement va devoir réduire ses dépenses, car sinon, la partie longue de la courbe des trésoreries vers les rendements va augmenter de plus en plus jusqu'à un point où le marché obligataire va contraindre les dépenses gouvernementales et c'est là que vous allez connaître une contraction économique car une grande partie de l'économie reposait au départ sur les dépenses gouvernementales, littéralement le même argument qu'il a aujourd'hui en 2024. Appelez cela 35 ans plus tard. Étape numéro 3. C'est ce que Paul Tudor Jones a mal compris. Et je veux être très clair. Je ne dis pas qu'il ne comprend pas ces choses, car je suis sûr qu'il les comprend beaucoup mieux que moi. Mais il ne lui a pas accordé suffisamment d'importance dans son modèle, ou peut-être qu'il est tout simplement humain. Et il a un biais parce qu'il a grandi en tradant tout au long des années 1970, qui était une décennie inflationniste où nous avons vu les taux à long terme augmenter encore et encore, mais pour une raison ou une autre, je pense que c'est pourquoi son modèle était incorrect. Donc ici, nous avons Paul Tudor Jones lui-même, évidemment. On peut le dire par mon incroyable œuvre d'art. Et il a un bilan. Disons simplement qu'il gère toujours un fonds. Je ne sais pas s'il en a un ou s'il gère juste son propre argent. Mais du côté des passifs, nous avons ce gars. Nous l'appellerons un investisseur. Maintenant, il est très important que vous remarquiez le panneau que cet investisseur tient. Il est écrit « On », n'est-ce pas? Donc, cet investisseur donne de l'argent à Paul Tudor Jones et par conséquent, il a cet actif dans son bilan. Disons simplement que c'est 100 millions juste pour faciliter les calculs. Cela va être bien plus que cela, mais supposons simplement que c'est 100 millions. Donc, cet investisseur veut un retour sur son investissement. Donc, Paul Tudor Jones doit sortir et prendre des décisions. Supposons juste un instant que l'inflation soit de 5%. Eh bien, si les obligations, j'utilise cela comme un substitut pour les trésoreries, je devrais juste mettre trésorerie là. Donc, si les trésoreries paient 5%, alors c'est une mauvaise affaire. Parce qu'il ne va pas obtenir un véritable taux de rendement. Parce que les 5% vont simplement être absorbés par la perte de pouvoir d'achat du dollar dans lequel ces trésoreries sont libellées. Donc, ce ne sera pas un choix pour Paul Tudor Jones s'il croit que ce niveau d'inflation va se poursuivre à l'avenir. Donc, il doit se pencher sur les actions. Peut-être qu'il peut obtenir un rendement de 10% là-bas, ou peut-être l'or et les matières premières, ou le Bitcoin. Peut-être qu'il peut obtenir un rendement de plus de 15% là-bas. Donc, tout cela est fondé sur le fait que son processus de prise de décision repose sur la nécessité d'obtenir un retour sur investissement. D'accord, nous comprenons tous que, dans une certaine mesure de variance, nous opérons dans exactement les mêmes conditions. Nous, en tant qu'investisseurs de détail, d'accord, maintenant regardons un deuxième scénario, c'est une banque de négociation mondiale. Un négociant mondial en argent, parfois ils sont appelés ainsi, et ils auront également un bilan, actif à gauche, passif à droite. Mais remarquez que l'argent qu'ils doivent déployer provient non pas des investisseurs, mais des déposants. Et parfois, ils empruntent de l'argent à d'autres banques également. Mais juste pour les besoins de cet exemple, nous allons simplifier à l'extrême afin que vous compreniez le concept. Donc, ce déposant ne se soucie pas d'un retour sur son investissement. Il veut un retour sur son investissement ou un retour de son dépôt. C'est pourquoi il le dépose en toute sécurité à la banque pour commencer. Donc, cette banque a quelques options différentes. Elle peut aller là-bas et prêter cet argent à l'économie réelle et créer un prêt qui est représenté par ce carré rouge. Et supposons juste un instant qu'ils puissent obtenir 5% en prêtant dans l'économie, mais ils vont prendre un risque substantiel, surtout
Si cette banque de négociation mondiale regarde la Chine, regarde l'Europe, regarde le Canada, regarde la Corée du Sud, regarde le Royaume-Uni et qu'ils voient des nuages de tempête économique à l'horizon, ils peuvent considérer les États-Unis comme une anomalie en ce moment, mais les probabilités sont très élevées que nous entrions dans une récession mondiale. Alors, vont-ils vouloir prêter cet argent juste pour un supplément, disons 1%? Je ne pense pas. Ils vont donc avoir une autre option. Ils peuvent acheter des obligations d'État. Maintenant, ils ne vont pas obtenir le même rendement, mais ils vont prendre beaucoup moins de risques et ils savent avec certitude que, mais ce gars va récupérer son investissement ou son dépôt parce que son obligation est libellée en dollars exactement comme le dépôt. Et à la fin de la maturité, vous êtes garanti de recevoir, au moins en termes nominaux, 100% du capital plus les intérêts. C'est donc un processus de prise de décision complètement différent. Maintenant, juste pour expliquer mon point encore plus en détail, je veux faire une rapide expérience de pensée avec vous. Supposons simplement que vous dirigez cette banque de négociation mondiale en dehors des États-Unis. Et supposons juste un instant que vous puissiez emprunter à 1% de votre déposant pendant 2 ans. Donc, à la fin des 2 ans, ce déposant va vouloir récupérer son argent. Disons simplement qu'il l'a placé dans un CD de 2 ans ou quelque chose comme ça. D'accord, eh bien, vous pouvez sortir et acheter des obligations du Trésor à 2 ans. Ainsi, vous alignez l'échéance. En d'autres termes, vous n'avez aucun risque de taux d'intérêt, parce que même si les taux d'intérêt augmentent, cela ne vous dérange pas. Parce que tout ce que vous faites, c'est empocher l'écart. Vous attendez simplement que cela arrive à maturité pour pouvoir prendre cet argent et le donner aux déposants après cette période de 2 ans. Encore une fois, vous avez aligné les maturités. Alors, maintenant, réfléchissons à cela. Si vous payez 1% pour ces dollars, mais que le gouvernement vous en paie 4%, vous empochez 3%. Ma question pour vous, les téléspectateurs, est donc: combien de bons du Trésor achèteriez-vous? Supposons un instant que vous puissiez emprunter une quantité infinie d'argent à 1% pendant 2 ans. Combien de bons du Trésor à 2 ans achèteriez-vous? La plupart d'entre vous, 99,9% d'entre vous en ce moment, disent tous. Tous, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est vous inquiéter d'un écart. C'est tout. C'est tout. Maintenant, que diriez-vous si je vous disais que le taux d'inflation aux États-Unis est de 5%? Vous diriez qui? Sans souci? Parce que je viens d'emprunter 5 trillions de dollars. Et j'ai acheté pour 5 trillions de dollars de bons du Trésor et je vais empocher 3% de 5 trillions de dollars. Donc, je m'en fiche complètement. Si le taux d'inflation aux États-Unis est de 5%, c'est parce que j'augmente massivement mon pouvoir d'achat en empochant simplement l'écart. Mais maintenant, laissez-moi vous lancer une petite surprise. Que se passerait-il si Janet Yellen annonçait demain l'émission de 3 trillions de dollars en bons du Trésor à 2 ans que personne n'attendait? Et vous voyez, Paul Tudor Jones vous dirait « Ah, 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 je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. » Vous voyez, les déficits explosent. Le gouvernement doit dépenser, 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 dépenser. Par conséquent, Janet Yellen doit émettre plus d'offres et, à court terme, supposons simplement que les taux d'intérêt sont passés de 4% à 5%. Alors, combien de bons du Trésor à 2 ans achèteriez-vous? Vous achèteriez également tout cela parce qu'à présent, votre écart est passé de 3% à 4%. L'affaire est devenue encore plus attrayante pour vous.
Et au fait, l'accord deviendrait beaucoup plus attrayant pour de nombreuses autres entités en dehors des États-Unis. Et donc, vous auriez une guerre d'enchères, ce qui ramènerait probablement ces taux d'intérêt directement à 4% où ils ont commencé. Parce que vous aurez toujours un petit écart en raison des attentes de croissance et d'inflation. Et si les attentes de croissance et d'inflation augmentent, cela change alors le rapport risque-rendement en faveur des prêts, plutôt que des bons du Trésor. Donc, la principale conclusion ici. Autant que je déteste dire cela, parce que je déteste les dépenses gouvernementales, plus à ce sujet dans un instant. En fin de compte, malheureusement, la façon dont le système monétaire mondial est structuré, avec les bons du Trésor étant effectivement de la monnaie de base en dehors des États-Unis dans le système euro-dollar, nous vivons dans un monde où l'offre de bons du Trésor contrôle la demande. Donc, si l'offre de bons du Trésor augmente, la demande pour les bons du Trésor augmente également. Surtout lorsque la courbe n'est pas inversée, lorsque vous avez une courbe de rendement raide, ce qui est généralement ce que nous observons. Cela signifie simplement que les taux d'intérêt à long terme sont plus élevés que les taux d'intérêt à court terme. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus sophistiqués, je simplifie énormément cela. Il est vrai qu'il serait difficile d'aligner les échéances, mais les banques le feraient par le biais de couverture à travers des instruments dérivés tels qu'un swap de taux d'intérêt. Mais c'est un peu trop pour cette vidéo. Encore une fois, je ne fais que passer en revue le concept. Donc, s'il est vrai que l'offre de bons du Trésor contrôle la demande pour les bons du Trésor, et c'est ce qui n'allait pas avec le modèle de Paul Tudor Jones en 1989, nous pouvons supposer en toute sécurité qu'il n'a probablement pas ajusté son modèle. Est-ce un repas gratuit? Les États-Unis peuvent dépenser sans limite et la dette par rapport au PIB peut atteindre 200%, 300%, 500%, sans aucune conséquence négative. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais la crise n'est pas sur le marché des bons du Trésor. Nous n'avons pas de crise de la dette. Nous avons une crise des dépenses. C'est de cela que je parle. Nous avons le gouvernement juste ici et il dépense de l'argent dans l'économie réelle. Mais toutes les dépenses qu'ils font, les trillions et trillions de dollars, entraînent une mauvaise allocation des ressources. Cela crée des malinvestissements. Cela rend l'économie moins efficace, ce qui abaisse le niveau de vie de tous les Américains, mais surtout des pauvres et de la classe moyenne. Et si vous voulez un exemple parfait, je pointerai vers 2020, 2021, jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement vous a enfermé dans une cage. Ils ont dit que vous ne pouvez plus produire de biens et de services. Et ils ont donné à tout le monde, entre guillemets, de l'argent gratuit. Ils ont détruit les chaînes d'approvisionnement mondial. Alors, avons-nous déjà traversé une récession? Eh bien, pas officiellement. Mais je veux poser à chacun d'entre vous une question en ce moment. Votre niveau de vie aujourd'hui est-il plus élevé ou plus bas qu'en 2019? Et si vous avez répondu plus élevé, alors je peux vous l'assurer, vous êtes l'un des Américains chanceux qui possède une quantité significative d'actifs, car pour tout le monde, ailleurs, cela a ressemblé aux années 1930, une grande dépression 2.0, et c'est à cause des dépenses gouvernementales. Créer des distorsions économiques qui rendent l'économie moins efficace et abaissent le niveau de vie vivre, surtout pour ceux qui ne possèdent pas d'actifs. Vous voyez, c'est le problème. Utilisons l'exemple de Paul Tudor Jones que nous avons discuté à l'étape numéro 2, où il a dit essentiellement que le gouvernement avait cette carte Amex et qu'il accumulait le solde sur l'American Express. Et tôt ou tard, nous ne pourrons pas rembourser la carte de crédit ou effectuer ces paiements sur la carte de crédit parce que les taux d'intérêt vont devenir trop élevés. Est-ce le problème? Comme si tout ce que nous avions à faire était de régler cela et peut-être de réduire un peu nos paiements à American Express afin que nous puissions dépenser encore plus d'argent.
Vous voyez, cela ne résout pas le problème. Cela aggrave le problème. C'est pourquoi je dis que le problème n'est pas que nous allons avoir une crise de la dette. Le problème est que nous avons une crise économique due aux dépenses gouvernementales qui ont créé la dette en premier lieu. Donc, si nous voulons résoudre le problème, il ne faut pas faciliter. Les paiements à American Express. Si vous voulez résoudre le problème, vous devez réduire ce qui cause le problème en premier lieu. Et c'est votre oncle Sam, ivre et insolvable, dépensant autant d'argent qu'il le peut pour acheter votre. Pour plus de contenu qui vous aidera à construire votre richesse et à prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, consultez cette playlist juste ici et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.